vous recevoir dans l'émission Avocat. Merci, M. Tal. C'est à moi de vous remercier. Permettez-moi également, à ce nouvel an 2025, de souhaiter à vos téléspectateurs, à tous et à toutes les personnes qui nous suivent, de leur souhaiter bonne et heureuse année. Une année de prospérité, de santé et de succès dans toutes les initiatives. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Omar, je pense qu'on va entrer dans le vif du sujet après vos vœux de nouvel an. Ce nouvel an, c'est 2025. Espérons que 2025 va être meilleur que 2024. Mais nous allons revenir sur un point essentiel, je pense qu'il est essentiel. Et depuis que le régime il est là, il en parle, c'est-à-dire la lutte contre la corruption, la transparence et la bonne gestion concernant les finances publiques, mais aussi concernant les commandes publiques, les marchés publics. Mais moi, ma question, c'est au Sénégal, comment faire? Vraiment, parce qu'on a énormément de scandales concernant les marchés publics d'abord. Je vous remercie. Alors, pour répondre à cette question, je pense que M. Tal, il faut remonter un peu et faire la genèse. Pourquoi? Je pense qu'à chaque régime et à chaque période correspond à des enjeux bien précis. Oui. Si on remonte un peu dans le passé, il est constant qu'après les indépendances, on avait, disons, comme enjeu l'incarnation de l'État. C'est-à-dire, qui parmi ceux-là, ces hommes politiques, notamment les gouvernants, qui devaient incarner l'État. Ce qui fait que la bataille était sur, disons, l'incarnation de l'État. Depuis l'indépendance. Disons, juste après les indépendances. Ce qui a conduit naturellement à la crise entre Mouria et le président Senghor. Et le président Senghor, on se rappelle de Donc, ça. après ces époques, on est entré dans les années 1974-1980. En ce moment-là, les enjeux, ce sont les libertés politiques. Oui. Parce qu'en ce moment-là, il fallait décider sur le multipartisme. Parce que là également, il fallait s'ouvrir, il fallait bien sûr aller vers l'ère de la démocratisation. Donc ce qui fait que le président Abdou Diouf, vers les années 1981, a ouvert le champ politique. Ce qui aujourd'hui, d'ailleurs dans le discours du président Bassirou Diomaye Faye, il a parlé un peu sur la rationalisation des partis publics. Donc, après ces années-là, nous sommes allés vers les années 2000. Oui. Avec bien sûr l'arrivée du président Abdoulaye Wade, qui est venu avec son slogan qui est Sopi. Et nous savons bien, Sopi en Wolof veut dire changer tout. On se rappelle de ça. En réalité, je veux dire, la rupture dont on chante aujourd'hui, elle a été incarnée déjà avec le président Abdoulaye Wade. Et que donc le Sopi, pour le mettre en œuvre, il a fallu que dès 2001, le président Abdoulaye Wade a changé de constitution. Parce que pour rester dans cette trame, il fallait changer. Il fallait changer. Ouais, c'est vrai qu'en 2000, on a vécu une rupture. Je pense que les Sénégalais oublient très vite, mais c'est vrai qu'en 2000, on a connu une rupture avec Abdoulaye Wade, avec Sopi, comme vous le dites, mais aussi le changement de la constitution. Et effectivement, donc, le président Abdoulaye Wade a conduit le Sénégal dans cette trame de Sopi. Malheureusement, il s'est confronté, bien, disons, à cela. Les enjeux de liberté individuelle, de liberté publique se sont posés. Notamment, on était dans des enjeux, bien sûr, notamment sur la liberté d'aller et de venir, la liberté de marche, mais également sur la limitation du mandat. Et que donc, Macky Sall, en venant au pouvoir dans cette dynamique, malheureusement est resté dans ce tempo parce que, disons, les questions se sont exacerbées. Les libertés individuelles, mais également, ce qui s'est posé, c'est que, vous savez, chaque régime va incarner également la posture du chef d'État. Macky Sall étant un géologue, disons, ses réflexes, c'est sur les biens. Son réflexe, c'est sur l'avoir. Son réflexe, c'est sur la terre.
Et ce qui fait que, dès qu'il a accédé disons, à la magistrature suprême, vous regardez bien, Macky Sall s'est intéressé au pétrole, au gaz, aux infrastructures, etc. C'est vrai, il y a une réflexion individuelle aussi, c'est-à-dire la formation du président de la République. Absolument. Ça influe un peu aussi dans sa mode de gestion. Oui, la conséquence ou bien les effets, c'est que le président Macky Sall s'est intéressé ou bien n'avait pas une considération, disons, ne mesurait pas la portée, disons, de violer une règle, bien de violer un dispositif réglementaire. Comment tu peux comprendre, pendant des mois ou pendant des années, à chaque fois qu'il posait des actes contre ses opposants, c'était truffé d'erreurs et d'illégalités. Oui. Parce que justement, il ne mesurait pas la teneur du respect des dispositions. Il n'a pas une formation de juriste. Donc, bien sûr, les nouvelles autorités vont accéder à ce pouvoir dans cette atmosphère. Où, bien sûr, le cheval de bataille, était porté sur la transparence, sur l'égalité de traitement, sur l'équité, sur la libération disons, bien sûr, des énergies. Donc, ce qui fait que s'ils s'installent naturellement, ils vont s'arc-bouter sur, bien sûr, la transparence. Donc, ce qui fait aujourd'hui, et bien sûr, je suis convaincu que ces nouvelles autorités, s'ils, disons, ne tiennent pas la barre, disons, ne tiennent pas le pari, la transparence, ça va être compliqué. La preuve, dès qu'ils se sont installés, bien sûr, dès les premiers jours, nous avons vu quelques, disons, soubresauts, notamment en ce que vous faisiez référence, bien sûr, à des scandales, notamment à la LONASE ou bien à la laser. Même si, au fond, en réalité, on aura l'occasion d'en débattre, même si, au fond, qu'en réalité, on parle de scandale, alors qu'il n'y en a pas. Par rapport à ces scandales-là, parce que là, ce que vous dites là, c'est intéressant parce que je pense que ça a un peu défrayé la chronique par rapport surtout à Laser. Je pense que ça, c'était un scandale où je pense que les Sénégalais en ont beaucoup débattu. Vous, en tant qu'expert, vous dites qu'il n'y a pas de scandale. Sur la Laser ou bien le Laser, j'avoue que je n'ai pas suivi, disons, les développements. Je n'ai pas eu, disons, la curiosité de regarder les faits en tant que tel. Par contre, pour ce qui concerne la LONASE, parce que c'était le premier cas de figure qui s'est posé, j'ai eu quand même une attention particulière pour écouter un peu, disons, les allégations du ministère, mais également les allégations, bien sûr, de l'ex-directeur Cheikh Dieng. Et également, j'ai suivi un peu la conférence de presse des conseillers et des agents du ministère sur ce point-là. Pourquoi je dis qu'en réalité, quand on dit que c'est un scandale et que quand vous regardez les faits de près, vous vous rendez compte qu'en réalité, c'est dans l'ordre normal des choses. Pourquoi? Alors, pour la LONASE, par exemple, selon les faits. Office national de l'assainissement. Voilà. À ne pas confondre avec la LONASE. Voilà, c'est ça. Sur les faits, par exemple, l'autorité contractante semble dire, à l'approche de l'hivernage, ils ont essayé, bien sûr, d'apprécier le taux d'exécution des marchés concernant, bien sûr, la prise en charge des questions d'inondation à Dakar et à Touba et ailleurs. Mais ils se sont rendus compte qu'on était à un taux d'exécution de 10%, disons, à Dakar ou 30% dans les autres zones. Par rapport au curage. Et que donc, s'ils continuent à respecter les procédures, bien sûr, naturellement, on n'allait pas pouvoir prendre en charge les questions de l'heure. Donc, ils l'ont apprécié et ils ont utilisé des procédures qui sont prévues dans le code. En quoi faisant? D'abord, en faisant un appel d'offres restreint. Parce que l'appel d'offres restreint consiste à maintenir toujours la compétition
mais en shortlistant le cabinet. Mais dans ce cas, il faut justifier de l'urgence, mais également de l'urgence simple. Donc, ils ont fait constater l'urgence et ils ont demandé l'avis de la DCMP. Donc, en retour, la DCMP a donné onction à leur demande. Mais, chemin faisant, ils se sont rendus compte qu'en réalité, même cette procédure, ils n'allaient pas pouvoir réaliser parce qu'on était déjà en plein hivernage. Et que déjà les premiers pluies étaient là et que les gens étaient en compte déjà de patauger dans l'eau. Donc, on n'était plus dans l'urgence simple, on est maintenant dans l'urgence impérieuse. Oui. Donc, et la loi permet que lorsqu'on est dans ce cas et qu'on le constate, on utilise une autre procédure dérogatoire. C'est-à-dire une consultation directe, ce qu'on appelle l'entente directe. Ils ont naturellement, bien sûr, demandé à ce que toutes les procédures qui ont été engagées soient suspendues et qu'ils ont demandé à la DCMP encore de donner une autorisation pour changer de procédure. Donc, pour les citoyens simples, dès que vous changez à une entente directe, bien sûr, naturellement, ça va créer un tollé parce que ne maîtrisant pas ce process, ou bien ne maîtrisant pas cette complexité, on peut naturellement penser qu'ils ont contourné la loi, ou bien qu'ils sont hors de la loi. Or, ils sont en train de suivre de façon, disons, de façon linéaire, lorsque, bien sûr, le cas se justifie, ou bien les faits justifient l'utilisation d'une telle procédure, Des fois, c'est un problème de communication. C'est-à-dire, on ne communique pas bien pour que les Sénégalais puissent comprendre. Et dans ces situations-là, on a tendance à penser qu'il y a scandale, alors qu'il n'y a pas scandale. C'est que la communication qui n'a pas bien passé. D'autant plus que, comme vous le dites des fois aussi, la matière, les commandes publiques, les marchés publics, c'est quelque chose de très technique. Donc il faudra connaître les tenants et les aboutissants pour pouvoir s'avancer dans ce domaine-là. Absolument, absolument. La communication peut causer problème, mais également, comme vous l'avez souligné en début d'émission, le nouveau pouvoir s'installe. Oui. Un directeur général est limogé, et bien sûr, ça va créer, disons, c'est un tollé, et c'est une première, et c'est pourquoi ça crée beaucoup de bruit. Les marchés publics, ce sont des deniers publics. Lorsqu'on y touche, il faut beaucoup d'égards. Sinon, la conséquence, c'est que ça va créer ce que vous appelez dans le jargon un scandale. Il y a beaucoup de surfacturation aussi au niveau des commandes publiques. C'est-à-dire, dès qu'on entend un scandale par rapport au marché public, on parle de surfacturation. Comment c'est possible? Comment c'est possible à chaque fois un marché bien ficelé, bien libellé, à la fin, on se trouve avec des sommes largement supérieures avec ce qu'on avait conçu? Disons, vous savez, la particularité des marchés publics, et naturellement, dans les principes qui gouvernent les marchés publics, nous avons ce qu'on appelle le principe de l'efficacité. Le principe de l'efficacité, les principes de l'efficience. Si vous regardez la directive 04 UEMOA portant sur les marchés publics, notamment en son article 2, il cite les différents principes qui gouvernent un peu les marchés. Et parmi ces principes, nous avons le principe de l'efficacité. C'est ce principe-là qui justifie un peu la mise en concurrence. Parce qu'on suppose que si on met en concurrence, les prestataires ou bien les opérateurs économiques, se mettant en concurrence, vont proposer chacune d'elles, disons, un prix qui peut concurrencer l'autre. Et que donc, la concurrence aidant, bien sûr, on va jouer sur cet équilibre, parce que moi, pour être compétitif, je dois avoir un coût ou bien un prix, disons, pondéré à la technique, bien sûr, un coût assez, disons, compétitif par rapport à... Or, si j'étais seul, et que c'est une consultation directe, je peux donner un coût beaucoup plus élevé. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, les marchés publics ont de particulier parce que également, quelquefois, le paiement il n'est pas immédiat. Je peux donner moi un coût ou bien un prix qui aujourd'hui coûterait 1000 francs, mais si je dois attendre 6 mois, je vais évaluer le temps d'attente qui fait que je vais un peu, disons,
élever le coût parce qu'il y a des impondérés qu'on ne maîtrise pas. Mais est-ce que cela peut expliquer ça aussi? Dans tous les cas, quand on avait conclu le contrat, Oui. c'était ça. En fait, la surfacturation, en réalité, elle ne se fait pas après. C'est-à-dire que c'est que les opérateurs vont compétir sur un dossier et vous prenez l'offre conforme la moins 10 ans. Oui. Or, l'offre conforme la moins 10 ans, c'est celle-là qui respecte aussi bien les aspects techniques et les aspects de coût. Même si, généralement, pour ce qui concerne les prestations intellectuelles, l'aspect technique prime sur l'aspect coût. Mais si 10 personnes ont compétit et que celui qu'on a retenu, celui qui a proposé le coût le moins cher, avec, disons, une méthodologie, disons, pour répondre à la commande qui répond au cahier de charge, il va sans dire que tu es obligé de l'attribuer le marché. Est-ce que c'est toujours le cas aussi? Et d'ailleurs, Est-ce que je le cas? complète, si un opérateur économique gagne un marché, une autorité, s'il refuse de lui attribuer le marché, c'est un cas, c'est ce qu'on appelle un acte détachable qui est susceptible d'être attaqué devant la Cour suprême. La Cour suprême. Mais est-ce que c'est mon problème, c'est est-ce que tout le temps le cas, comme vous l'avez dit, parce que quand vous rappelez aussi la chose, c'est vraiment une bonne chose, le fait de dire que tout simplement, avant d'exécuter le marché public, il y a l'appel d'offres, il y a des soumissionnaires qui viennent, qui soumettent leur dossier. Après, c'est l'autorité qui va regarder par rapport donc au dossier, le dossier qui est beaucoup plus soutenable en termes de projet. Mais est-ce que c'est tout le temps le cas? Ça aussi, je pense que c'est un problème aussi à régler par rapport au marché public. Vous êtes en train d'insinuer les cas de fraude, mais Oui, les cas de contournement. Ça aussi, vous savez, on dit souvent les lois sont faites pour être violées. Naturellement, vous savez, l'être humain est ce qu'il est. Face à une contrainte ou à une difficulté, on cherche toujours à la contourner. Oui, les surfacturations, c'est évident que pour certains marchés, un téléviseur qui coûterait, disons, 55 000 et qu'on veuille, disons, par la commande publique, l'acheter à 300 000, cause problème. Cause problème. Ça, c'est évident. Mais également, comme l'a dit, il y a toujours des méthodes, disons, des techniques qui permettent de contourner naturellement, bien sûr, les procédures de passage. C'est pourquoi il faut, dans des séquences, disons, régulières, passer en revue, disons, les procédures, voir un peu là où il y a des faiblesses, corriger, redresser, parce que l'homme n'étant pas parfait, bien sûr, disons, les dispositions qu'il secrète ne le seront pas. Ne peut pas être parfait. Sur le contrôle, je pense que sur le contrôle aussi, je pense que je vais m'attarder un peu sur ça, sur le contrôle, sur le respect des procédures. C'est vrai qu'on a des organes de contrôle qui sont là, énormément d'organes de contrôle. Comment on peut concevoir ici au Sénégal avec autant d'organes de contrôle, avec énormément de moyens, parce qu'ils ont énormément de moyens. Je fais référence à la direction centrale des marchés publics, je fais référence à l'ARCOP, l'autorité de régulation. Comment ça se fait vraiment? On est tout le temps en face de scandales par rapport au marché public. J'avoue que là également, comme vous l'avez dit, et là vous insistez sur le mot scandale. Bon, est-ce que ce sont des scandales? Oui, bon, on va les appeler comme ça, comme des scandales. Mais oui, le contrôle, hein, ça donne des idées de réflexion, parce que, comme vous l'avez dit, il y a énormément d'organes de contrôle. Oui. Nous avons ce qu'on appelle des organes dédiés, c'est-à-dire des organes qui ont été créés spécialement pour le contrôle des marchés publics. C'est naturellement la DCMP et aujourd'hui ce qu'on a appelé l'ARCOP. Oui. Donc, l'un fait un contrôle a priori, l'autre fait un contrôle a posteriori. Au-delà, ces organes sont venus renforcer d'autres organes qui déjà, dans la dépense publique, font le contrôle. Était là, comme la Cour des comptes, par exemple. La Cour des comptes, l'IGE, L'inspection générale d'État, l'inspection générale des finances. Oui, vous avez même le contrôle juridictionnel, Oui. la passation. Et vous avez, comme je l'ai dit tantôt, en off,
le juge pénal. Donc autant d'organes, et bien sûr Macky Sall est venu nous apporter l'OFNAC aussi également, qui bien sûr qui joue sur il y a la CREI, les juridictions spécialisées aussi. Ouais, la CREI qui aujourd'hui qui a été dissoute et remplacée dans la loi de 2023 23-14 avec le fait qu'on ait institué dans le tribunal de grande instance de Dakar un pôle judiciaire financier qui est compétent au-delà des aspects de délits et de crimes, qui est compétent notamment sur les infractions liées à la réglementation des marchés publics. Oui, il y a bien sûr, comme je l'ai dit, on a tous ces organes et on a des procédures de contrôle. Est-ce que le contrôle est bien fait aussi? Oui, le contrôle il est bien fait. Disons, la faiblesse que je note, c'est que c'est sur, disons, le pilotage de ce contrôle. C'est-à-dire les synergies d'action de ces organes de contrôle. Parce que j'ai l'impression que ces organes de contrôle exercent leur fonction de façon isolée. Or, on sait par exemple, si on prend le contrôle de l'ARCOP, ils ont deux leviers. Ils font un contrôle a posteriori, à chaque fin d'année, avec des moyens de contrôle comme les audits, et qu'ils font le rapport, bien sûr, annuel. Ils ont également un autre levier qui sont les enquêtes sur dénonciation, qui leur permet également de faire un contrôle. Mais ils n'ont pas les moyens humains, bien sûr, j'allais dire même les moyens financiers, pour faire un maillage national des organes des autorités contratantes. C'est pas possible. Cela veut dire qu'ils font un échantillonnage. Il y a énormément d'organes, ils doivent au moins se partager la tâche. Absolument. C'est pourquoi je dis il y a un problème de coordination parce qu'il peut arriver qu'une autorité ne soit pas contrôlée, disons, 1 ou 2 années, alors qu'il aurait dû être contrôlé si c'est fait de façon systémique, au point que les organes de contrôle dans, bien sûr, l'audit des marchés publics, dans une séquence temporelle, disons, bien définie, essayer de faire un mouvement d'ensemble dans ce contrôle et que, disons, un maillage, de toutes les autorités soit fait. Donc ça éviterait, bien sûr, qu'il y ait certains qui soient contrôlés ou d'autres qui sont contrôlés plus tard. Parce que je pense que plus on tarde, plus également on perd, bien sûr, la possibilité de pouvoir contrôler, de pouvoir agir aussi rapidement que possible. Je vais revenir un peu sur un autre point aussi. C'est pas, vous l'avez tantôt brossé, ce sont les ententes directes. Ce sont sur les marchés gré à gré. Est-ce que aussi, je pense qu'on doit aussi réfléchir sur ça, est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de fraude aussi qui va aussi limiter donc, ce contrôle fait par les institutions, mais aussi qui va entrer dans le cadre de la corruption et de la malgouvernance? Absolument, si l'entente directe n'est pas utilisée selon l'esprit des textes, bien selon les procédures. Parce que vous savez, l'entente directe a été encadrée. Les articles 77 encadrent l'entente directe. On a l'impression qu'au Sénégal, c'est même pas encadré. L'entente directe, elle peut être utilisée soit avec l'autorisation de la DCMP, ou bien avec avis de la DCMP. C'est-à-dire que si une autorité contractante se rend compte que pour un tel marché, un tel service, une fourniture, c'est seulement ce prestataire qui a l'exclusivité de produire ou bien de servir un service, pour me répéter. S'il a l'exclusivité, dans ce cas, il demande l'autorisation. Il faut l'exclusivité. L'exclusivité. Là, tu vas discuter, tu ouvres une possibilité de discuter directement parce que c'est le seul fabricant. En cas d'urgence, on ne peut pas utiliser ça. Disons, si nous sommes en Covid-19, on sait que bon, c'est le seul qui fait ce vaccin-là. Pourquoi lancer un appel d'offres alors que c'est la seule personne qui fournit ce produit? Ça n'a pas de sens. Ou bien un marché complémentaire. C'est-à-dire?
C'est-à-dire un marché qui a été lancé et que au cours de l'exécution du marché, on se rend compte qu'en réalité, il y a un service ou bien des travaux complémentaires qu'il faille faire pour que l'ouvrage soit complet. Mais même dans ce cas-là, je ne me rappelle plus si c'est 30% ou 40%, le marché complémentaire, le montant des marchés complémentaires ne doit pas dépasser un taux, disons, par rapport au marché initial. Donc les textes sont clairs. Sont très clairs. Après, c'est l'utilisation par l'autorité qui est problématique. Je vous donne un exemple. En 2020, en pleine Covid-19, le président Macky Sall a pris une décision de suspendre l'application du Code des marchés publics pour toutes les opérations concernant. On n'en a pas besoin. D'autant plus que les procédures dérogatoires permettaient de prendre en charge cette question. Il nous avait dit qu'on était en situation mais ce qui fait que le rapport de la Cour de compte, la Cour de compte sur cette question a dit que c'est une décision superfétatoire. C'est une décision qu'il ne fallait pas. Parce qu'elle n'a pas de sens. En ce que les dispositions dérogatoires permettaient bien sûr, en cette situation exceptionnelle, car c'est ce qu'on appelle une urgence impérieuse. Il y a aussi, vous l'avez dit tout de suite, des dispositions dérogatoires. Parce que je pense qu'il y a des entreprises nationales qui sont aussi régies par ce régime. C'est-à-dire, ils peuvent dans certaines situations être dérogés de la règle. Est-ce que ça aussi, c'est pas un moyen aussi de fraude, de contournement? Et si on veut vraiment revenir vers la transparence et la bonne gouvernance, il faudra revoir cela. Oui, tant que c'est possible d'encadrer bien sûr les procédures d'entente, il le faut. Parce que, comme on dit, l'homme a disons, quand on dit à quelqu'un ne touche pas, il touche un peu. Quand tu lui dis touche un peu, il prend tout. C'est vrai. Donc, tant qu'il est possible d'organiser, de limiter, disons, les passerelles, il faut bien sûr les fermer, il faut revoir. C'est pourquoi j'ai dit, il faut dans des séquences bien programmées, qu'on puisse de temps en temps revoir et évaluer un peu la pratique de ces procédures pour identifier les faiblesses et, autant que faire se peut, disons, essayer de limiter les passerelles de fraude ou bien les passerelles, bien sûr, de contournement. Omar, pour terminer, je pense que rapidement, le temps qui nous était imparti, il arrive à son terme. C'est sur cette lutte contre la corruption, sur le vouloir de mettre en place un système basé sur la bonne gouvernance, parce que le régime qui est là veut imposer cela. Sur quelle base doivent-ils s'appuyer pour réaliser cela? Déjà, il faut l'éducation citoyenne. Je vois, par exemple, aussi bien le président de la République que le Premier ministre insistent trop sur l'appropriation de ce qu'ils ont appelé le projet. Bien sûr, ce projet a pour pilier, bien sûr, cette transparence. Oui. Donc, je pense qu'ils doivent continuer à communiquer, mais ils doivent, bien sûr, disons, pouvoir insuffler, disons, à des niveaux beaucoup plus, disons, beaucoup plus bas, cette perception ou bien cette posture qu'ils ont. Sur la transparence, par exemple, je dis, ils ont chaque mois ou chaque semaine, ils essayent, bien sûr, comme ils le font pour le nettoyage, la propriété, etc. C'est des moments de communication, c'est des moments de faire des casques, des t-shirts, etc. pour parler aux citoyens, pour leur montrer aussi bien que la collectivité vous appartient, mais également, il faut tenir compte. Mais l'éducation également, disons l'éducation citoyenne, c'est aussi dans des instances bien précises. Il y a l'école. Moi, je trouve aberrant qu'un citoyen, notamment un citoyen sénégalais, ne puisse pas être mu de ses droits. Et que jusqu'en terminale, vous n'avez pas la chance de titiller un peu et de connaître un peu ce que c'est que votre constitution, de savoir ce que c'est que les marchés publics. Il faut très tôt, à un niveau plus bas, au secondaire ou bien au primaire, déjà
commencé à inculquer ce jubal jubanti, à essayer de formater le Sénégalais sur, bien sûr, les deniers publics, sur la gestion de ces deniers publics, sur l'achat et la commande publique. Donc, c'est en grandissant avec ces valeurs, en portant ces valeurs, qu'on pourrait apprécier la portée. Donc, c'est l'éducation, mais peut-être dans le long terme. Mais quelle est la place du contrôle, mais aussi de la sanction? La surveillance accrue. La surveillance accrue et le suivi. Le suivi. Il faut le suivi et il faut l'évaluation. Le suivi se dit au quotidien. Oui. C'est-à-dire les organes de contrôle, ils ont des pouvoirs. On doit davantage, disons, les inviter à aller sur le terrain. À faire le contrôle. Systématiquement. Mais également, l'évaluation, cela veut dire que soit semestriellement, soit annuellement, soit etc., qu'ils puissent bien sûr faire une évaluation. Il faut que dans le quotidien, disons, des autorités contractantes, qu'ils puissent sentir que derrière eux, il y a ce contrôle. Il y a ce contrôle. Il y a ce contrôle. Merci beaucoup, Omar. Je pense que le temps qui nous était imparti touche à sa fin. C'est vrai que vous allez me dire que c'est petit, mais on a parlé de l'essentiel. Je vous donne le dernier mot rapidement avant de clôturer. Mais c'était un plaisir de discuter avec vous sur les questions de la commande publique et de la transparence de façon générale. Mais ce n'est que partie remise. Comme vous l'avez dit, le temps file vite. Oui. Mais peut-être qu'on aura d'autres occasions. Je vous remercie. Inch'Allah, ce n'est pas un problème, puisque avocat, il est là pour les Sénégalais. Dès l'instant qu'on a besoin de vous, Inch'Allah, on va vous appeler. Ça dépendra seulement de vous. Mais je pense que quand on parle de commande publique, finances publiques, les sujets sont énormes. On peut en parler aujourd'hui jusqu'à après-demain, ça ne va pas se terminer. Nous vous remercions. Omar, on était aujourd'hui avec Omar Bodian, qui est juriste planificateur, mais aussi administrateur général du cabinet Africa 10 Consulting. Nous avons parlé de la transparence dans la gestion des commandes publiques au Sénégal. Nous vous remercions et nous vous disons encore une fois Happy New Year. Merci beaucoup à notre régisseur Papa et aussi à la télévision pour tous les travaux effectués pour la réalisation de cette émission. Merci beaucoup. Cette TV, votre chaîne préférée, vous suit partout et vous pouvez la suivre presque sur toutes les plateformes. Sur la TNT, cette TV